hop. Et je vais te demander, Laurent, De le clap. Ouais. Vas-y. Et donc, on reprend un petit peu après la pause. Et la première des questions que j'ai souvent, quand j'accompagne des porteurs de projets, c'est évidemment, faut-il isoler beaucoup? On a, pour des rénovations simples ou lourdes, la question qui se pose de prime abord. Rappelez-vous, les notions de R qu'on a vues hier et revues ce matin un petit peu. Le R qui est égal à E sur lambda. Donc, c'est simplement un ratio. Donc, globalement, plus vous allez augmenter l'épaisseur, plus votre résistance, qui est ici, va augmenter. Simple. Par contre, le U, lui, on a dit que c'était l'inverse du R total, avec en fait les résistances superficielles dues à la convection, rappelez-vous. Eh bien, globalement, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même courbe. D'accord, on n'est pas en droite, on a vraiment quasiment une parabole, tout simplement. Et bizarrement, les déperditions thermiques que l'on relève ont également un petit peu cette forme, vous voyez bien, non linéaire. Donc, les déperditions thermiques sont bien en lien direct avec le U. On n'est pas du tout en lien avec le R. Donc, il faut bien raisonner U. Et comme je vous le disais, c'est l'indicateur qu'on utilise aussi bien pour le mur que pour les fenêtres. Donc, parlons que U, qui intègre notamment les résistances superficielles. Et pourquoi, en fait, j'ai mis ce petit schéma pour répondre à cette question, faut-il isoler beaucoup? C'est que vous constatez évidemment que la pente du U baisse de façon plus importante au début sur les premiers centimètres. Ça veut dire que là, au niveau notamment des déperditions, on va les réduire de façon plus efficace, d'accord, au début avec les premiers centimètres, que après. Donc, évidemment, on entend beaucoup dire, mais de toute façon, pas la peine d'isoler sur 20 cm. 2, 5, 8 cm suffisent. C'est eux qui sont sollicités au début. Alors, il y a du vrai et du faux là-dedans. C'est très réducteur de dire que c'est suffisant. Parce que dans ces cas-là, on n'aurait pas besoin, on ne tendrait pas, comme on le voit, sur des labels énergétiques très exigeants tels que le Passive House allemand, sur des épaisseurs qui sont de l'ordre de 30-40 cm d'isolant standard, entre guillemets, 0,04, comme on l'a vu tout à l'heure, en toiture, par exemple, 40 cm, c'est pas anormal en Passive House, par exemple. Donc on va le voir tout à l'heure, mais tout dépend où vous mettrez votre curseur, mais l'épaisseur, évidemment, joue bien. On va voir comment se comporte thermiquement une paroi, mais effectivement, c'est vrai d'affirmer que ce sont les premiers centimètres de l'isolant qui jouent pour ralentir, pour réduire en fait l'onde de chaleur. Okay, mais si votre onde de chaleur est importante, si vraiment il fait très froid dehors, elle est plus forte, eh bien vos premiers centimètres ne vont pas suffire à la ralentir. Ils vont la ralentir, okay, mais l'onde de chaleur elle va continuer parce qu'elle a plus de puissance. Le différentiel des températures étant plus important, d'accord, eh bien elle va être plus forte et donc elle va continuer à traverser. Donc plus vous mettrez un isolant certes efficace, mais d'épaisseur plus importante, plus votre onde de chaleur, à un moment, elle va être ralentie au point d'être résiduelle pour du Passive House. Donc l'épaisseur joue. On parle souvent de correcteur thermique dans la rénovation. Parce qu'en rénovation, on a des contraintes telles que par la BF, les bâtiments de France, ou pour lesquels on ne peut toucher une paroi ni par l'extérieur ni par l'intérieur, ou pour des contraintes de place, tout simplement. Sur Paris, le moindre mètre carré quand même se valorise à prix d'or. Donc si vous faites 40 cm d'isolant, là vous dites ok, j'aurai une super rénovation, mais je vais perdre quand même en termes de prix au mètre carré. Donc évidemment, il y a des contraintes externes, mais thermiquement parlant, on a intérêt évidemment de jouer sur ces deux facteurs, le E et sur le lambda, même si c'est un facteur statique, comme on l'a vu hier. C'est-à-dire que ça ne tient pas compte, c'est une valeur brute, elle n'est pas évolutive dans le temps. Le R, le U, voilà, quelle que soit l'heure de la journée, c'est la même valeur. D'accord ? Mine de rien,
même si c'est du statique, il joue sur l'onde qui va venir et être réduite dans la paroi. Donc c'est important. Par contre, si vous avez trop de contraintes effectivement sur vos murs, vous pouvez déjà jouer sur un correctif thermique de 2, 3, 5 cm qui bloquera justement et effacera cette sensation de paroi froide. Mais, quoi qu'on en dise, quoi qu'on vous vende, ça ne sera pas aussi efficace qu'un isolant de, mettons, je prends l'extrême, 30 cm. Ça, on va vous dire, si, non, mais là, tu as besoin, ça suffit, tu verras, tu auras plus froid après, avec 3 cm, par exemple, d'enduit chaud-chambre. Encore une fois, les 3 cm vont être efficaces et être sollicités. En plus, le chaud-chambre, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des changements de phase à l'intérieur de l'enduit, et donc ça va être bien plus efficace que la seule valeur R ou lambda, enfin R ou U, pardon, d'accord, comme calcul. Donc il y a des phénomènes qui ne sont pas pris en compte dans ces formules thermiques, mais au final, encore une fois, même si c'est plus efficace que le U ou R qu'on calcule, ça ne vaudra pas les 30 cm. D'accord ? Ce n'est qu'un correcteur thermique. Voilà, on emploie un terme qui a du sens. Ok ? Donc, en résumé, tout dépend où vous placez le curseur. C'est un choix. Le passivage jusqu'à plus de 30 ans, c'est pas pour rien qu'il demande des résistances thermiques et globalement donc plus des U, donc des résistances thermiques très hautes et des U très faibles. Très très faibles. Par rapport même à de la RT 2012. C'est pas anormal. Et si on le considère, nous professionnels, comme étant le label de référence mondial au niveau énergétique, avec 30 ans d'expérience, donc du recul, c'est pas pour rien. C'est pas parce que 2 cm suffisent. Oui, ce sont les premiers qui sont sollicités. Mais derrière, tous les autres jouent également. Ils vont venir ralentir. Donc, il y a bien l'épaisseur et le lambda ne sont pas accessoires. Okay, donc, tout dépend où vous mettez votre curseur. Vous voyez, évidemment, là, c'est des valeurs cibles de parois. Vous voyez, mur, toiture. On peut faire du passivage encore plus passif que ça. Ou même passer avec un petit peu moins d'exigence. Mais voilà, ce sont globalement des valeurs que l'on retrouve. Ok ? N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'en ai une. Ouais. L'isolant, je sais pas comment ça s'appelle en fait, le truc Actis, là, tu sais, les multicouches très fines. C'est les isolants minces, en fait. Alors là, du coup, l'épaisseur. C'est une très bonne question. Alors, il y a eu une bataille qui vient de se terminer d'ailleurs l'année dernière, de mémoire, entre Actis et notamment toute la fédération des isolants minéraux, parce que forcément, ils se disent, là, c'est un marché énorme, l'isolant, je ne l'ai pas en tête, le chiffre d'affaires de l'isolation en France, mais ça se chiffre évidemment en milliards, donc il y avait des vrais enjeux. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais essayer d'être synthétique. In fine, Actis a gagné. Alors que le CSTB notamment leur donnait tort au départ. CSTB, c'est pas un organisme juridique, c'est simplement un organisme technique du bâtiment français, qui au départ disait non, mais ce n'est pas reconnu comme un isolant au sens qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un lambda inférieur à 0,065 et un R supérieur à 0,5. Ça, c'est la définition de l'isolant. Rappelez-vous, en France. Et donc, ces isolants minces-là ne répondaient pas à ce critère. Et en fait, un isolant mince va fonctionner avant tout par rayonnement, bloquer le rayonnement. Donc ça peut être intéressant, par exemple, en sous-toiture, typiquement, puisque c'est la paroi qui reçoit le plus, qui est bombardée le plus par rayonnement solaire, direct. D'accord ? Ça peut être intéressant, mais que sous réserve, que l'étanchéité à l'air soit parfaite,
Et deux, que ça vienne en complément d'un isolant, entre guillemets, on va dire conventionnel par rapport à ces isolants en masse. Pourquoi étanchéité à l'air parfaite? Vous comprendrez bien que si vous ne jouez que sur le rayonnement et que vous laissez passer des fuites d'air, eh bien, vous perdez tout le bénéfice. Toutes vos déperditions vont se faire par convection. Le rayonnement va être effectivement très efficace, la barrière sur le rayonnement va être efficace, mais sur la convection, pas du tout. D'accord? Et donc, l'onde de chaleur, elle sera bloquée sur sa composante infrarouge courte longueur d'onde, rappelez-vous hier. D'accord? Donc, la chaleur ne rentrera pas, mais si l'air, par contre, rentre, bon bah ok. On a tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Actis, au départ, ne voulait pas qu'on vienne visiter ces maisons témoins, enfin ces cellules témoins qui caractérisaient ces valeurs, parce que justement, il minimisait, il disait non, mais c'est pas grave l'étanchéité à l'air, hein, alors que il passait des kilomètres de scotch. Donc c'est pas inutile, ça peut être intéressant, mais ça ne remplace pas non plus l'isolant conventionnel. Parce que je l'ai utilisé avec de la Watt, c'était super efficace en toiture. Ah ouais, Watt plus, ah ouais, voilà, je te le confirme, effectivement, il n'y a pas de problème. Parce que d'un côté, tu vas avoir de la Watt, on va le voir tout à l'heure, avec un pouvoir déphasant quand même relativement intéressant, plus le blocage du rayonnement direct infrarouge en CLO. Là, c'est une belle combinaison. Ouais, complètement. Alors, on a parlé du R et du U, qui caractérisent quand même statiquement les déperditions thermiques, mais c'est pas suffisant, quoi. Il y a plein d'autres questions. On parle du statique, mais comment ça se comporte, hein? J'arrête pas de vous dire depuis ce matin, oui, mais attention, une paroi, sa vie, les échanges, ils sont continuels. D'accord? Comportement au vent, comportement au transfert d'humidité, la mise en œuvre, la résistance aux rongeurs, la résistance au feu, la pérennité des performances dans le temps, l'inertie, le déphasage, on en parlera aussi, l'impact sanitaire, l'impact environnemental, et puis le matériau écologique. Toutes ces questions, elles sont légitimes. Et on n'y répond pas que par le prisme de la thermique. On n'est pas que uniquement RU, et donc voilà, sacro-saint RU. C'est pourtant ce qui a guidé tous les bureaux d'études thermiques depuis belle lurette. On commence à ouvrir en disant ah oui, étanchéité à l'air. Ah oui, faire attention à la mise en œuvre. Ah oui, attention à la vapeur d'eau, à la migration de vapeur d'eau. Et ça, c'est des problématiques que, effectivement, certains, je vais appeler ça des militants, parce qu'à l'époque, il fallait quand même porter ça, et on vous prenait pour un doudingue, en disant oui, ok, mais c'est pas là la question, hein. Il est de combien ton R? Voilà. Et puis, les logiciels, voilà, il fallait rentrer une épaisseur, un lambda, et puis basta. Finissait. Et là encore, malheureusement, on est encore un petit peu à ce stade, en termes de calcul réglementaire. Donc j'aimerais que vous compreniez un petit peu, alors, on ne va pas rentrer non plus trop dans le détail, mais comment se comporte simplement une paroi, encore une fois. Un bâtiment, ça vit. On va simplifier, au départ, on considère que, donc, sur votre paroi, vous avez une température extérieure et une température intérieure identiques. Donc, situation initiale. D'accord? À l'équilibre. Okay? Donc, le matin, on est sur le KB, et bien la température extérieure va commencer à croître. Si on est quand même plutôt sur une journée ensoleillée, pas trop froide, pas trop de nébulosité, qu'on a vu hier, hein, on a quand même un apport solaire. D'accord? Donc, la température extérieure va augmenter, votre rayonnement va percuter de la convection, votre paroi en température de surface commence à augmenter. D'accord? Un transfert de chaleur par conduction va s'établir, puisque vous avez une différence de température. D'accord? Là, on est en train de monter, donc la pompe se met en marche. Les molécules sont agitées, donc de proche en proche, elles vont exciter leurs voisines. Donc la chaleur, de la définition, hein, l'agitation moléculaire, se transmet. D'accord? Donc la température intérieure, qui était là au départ, elle commence, elle également, à monter. D'accord? Bon, j'ai rappelé que le flux de chaleur va toujours du plus chaud vers le moins chaud. C'est même plus exact que vers le plus froid. Hein, parce que le froid absolu, rappelez-vous, hier. Donc la température de face extérieure s'élève et une onde de chaleur traverse progressivement le mur qui stocke
ainsi la chaleur. Très bien. Donc la température intérieure monte, on voit de plus en plus. Très bien. Dans l'après-midi, donc le cassé, oui, excusez-moi, je vais remettre, mais attends, oui, courant après-midi, la température de la face extérieure va être à son maximum à un moment, forcément, hein. Et la température de la face intérieure, elle continue à augmenter, mais vous l'avez vu, il y a quand même un écart, hein. La température intérieure n'est pas encore à la température extérieure. Elle monte, mais pas, mais à son rythme, justement, hein, en fonction de la paroi qui va, entre autres, freiner, justement, si plus ou moins isolé, si plus ou moins de masse, on va le voir après. Donc, le flux de chaleur, il continue. Tant que la température extérieure est plus haute que la température intérieure, eh bien, il y a quand même de la chaleur qui continue. Même si la température extérieure diminue, rappelez-vous, si l'extérieur est plus chaud que l'intérieur, le flux de chaleur continue et est toujours dans le même sens. Du plus chaud vers le moins chaud. D'accord? Donc, le mur continue d'accumuler de la chaleur. Le mur reçoit la chaleur de l'extérieur. La température est toujours plus haute que de l'intérieur. Donc, il continue à absorber. Et puis, lorsque la température extérieure commence à baisser, le KD, mais vraiment de façon significative, la face extérieure, bon, eh ben, elle devient un peu moins chaude. Hein, on voit que ça a baissé. Et elle devient même moins chaude que l'intérieur du mur, à un moment donné. Vous voyez que là, on est dans une cloche. On n'est plus dans cette courbe asymptotique initiale. Apparaît une cloche. C'est-à-dire que le cœur du mur est plus chaud finalement que l'extérieur. Et toujours que l'intérieur, par exemple. D'accord ? Eh bien, quelle conséquence ça a ? Tout simplement, comme la température du mur intérieur, à l'intérieur du mur, excusez-moi, est plus importante que celle de l'extérieur et de l'intérieur du local, eh bien le flux de chaleur, en partie, ne se dirige plus uniquement vers l'intérieur, comme tout à l'heure, mais il va aussi aller vers l'extérieur. Donc là, le flux va aller dans les deux sens. D'où ta question tout à l'heure, Lionel. C'est qu'à un moment, effectivement, c'est pas que dans un sens. C'est, en fait, tout objet va chercher l'équilibre, qu'il soit thermique, hygrométrique, il cherche l'équilibre. Donc là, à un moment, si on est plus chaud, eh bien, le flux de chaleur va aussi aller vers l'extérieur. D'accord ? Donc vers les deux faces du mur, en fait. Et du côté extérieur, c'est le retour de chaleur qui explique qu'un mur ensoleillé, par exemple, reste longtemps plus chaud que l'air extérieur en fin de journée. Ben oui, parce que le cœur du mur, c'est lui finalement qui l'a chauffé maintenant. La façade extérieure. Ok ? Et en soirée et pendant la nuit, les cas E et F, eh bien, le flux continue à diffuser, toujours au regard du plus chaud vers le moins chaud. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais on voit bien que ça amène des flux complexes par contre, c'est-à-dire qu'ils vont dans les deux sens. Et là, on parle de conduction, mais c'est le même fonctionnement pour la conduction, pour la convection, pour le rayonnement, pour la migration de vapeur d'eau. Enfin, tous les phénomènes hygrothermiques que je vous ai évoqués depuis hier fonctionnent sur ce modèle. Donc, ce n'est pas du statique et ça va un petit peu dans tous les sens. D'où, quand on pose la question, bon, alors, là, le calcul thermique, il est simple, hein, c'est ça, la valeur, je te donne un 7, c'est bon, ça passe. Oui, non, derrière, moi, j'ai besoin d'un logiciel qui va calculer les déperditions parce que ça va dans les deux sens, ça ne va pas que dans un sens. Et j'ai besoin de puissance de calcul que mon cerveau n'a pas. Voilà. Est-ce que le comportement dynamique d'une paroi vous paraît plus clair maintenant ? Ça, c'est la notion de déphasage. Entre autres, pas que. Pas que. Parce que le déphasage ne va pas intégrer le fait que le rayonnement repart dans l'autre sens, par exemple. Enfin, indirectement. Il va ralentir effectivement l'onde de chaleur aussi. Mais globalement, ça caractérise justement le ralentissement de l'onde de chaleur. Donc,
Déphasage, effectivement, inertie, on va le caractériser un petit peu tout à l'heure. C'est entre autres, mais c'est surtout bien comprendre que vraiment, la paroi, elle vit, quoi. Et c'est vraiment un instant T. L'équilibre, voilà, se fait au fur et à mesure. On vient de parler d'enveloppe thermique. Il y a différents types d'isolation, différentes possibilités d'isoler pour isoler une paroi. Par l'extérieur, ce qu'on appelle plutôt réparti, le positionnement de l'isolant, enfin, ça caractérise le positionnement de l'isolant. Et à l'intérieur. Vous voyez que pour cet exemple-là, c'est plutôt défavorable à l'isolation intérieure, mais il y aura des cas où ça sera plutôt défavorable à l'isolation par l'extérieur. Mais globalement, là, ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est que, ok, j'essaye de faire un manteau, entre guillemets, c'est l'idéal, à mon enveloppe, sauf que là, je ne peux pas. Allez, mon manteau, il n'est pas continu. Il y a une rupture. J'ai mon plancher intermédiaire, il faut bien qu'il s'ancre quelque part. Et là, évidemment, c'est vraiment purement schématique, donc je ne vous ai pas dit quel est l'ancrage. On peut faire de l'ancrage avec très peu d'impact thermique. Et là, on considère par exemple un bâtiment simple construit comme on fait d'ailleurs encore, il ne faut pas non plus se leurrer, mais comme on faisait aussi beaucoup avant. Voilà, j'ai un mur par exemple en béton, et puis qui est un matériau donc relativement conducteur, rappelez-vous, par rapport, c'est surtout pas un isolant. C'est structurel, un béton, mais peu isolant. Et puis là, j'ai aussi mon plancher intermédiaire en béton. Donc, super. Ma chaleur, en fait, là, elle va pouvoir effectivement s'échapper, puisque je n'ai pas d'isolant qui vient bloquer. Alors, il y a des rupteurs de pont thermique, il y a des solutions techniques, mais qui ne vaudront jamais l'épaisseur d'un isolant. Ça sera un petit isolant qu'on mettra, parce qu'on sait que les 2-3 cm contribuent quand même très fortement. Et donc, effectivement, on va baisser cette fuite. Cette fuite, en fait, thermiquement, on l'appelle un pont thermique. Donc, c'est une partie de l'enveloppe, par ailleurs uniforme, où la résistance est par ailleurs uniforme, qui est modifiée, justement, localement, de façon sensible. Donc, soit par la pénétration totale ou partielle des matériaux ayant une conductivité thermique différente, c'est les cas 1, 2 et 3, par exemple. C'est-à-dire que là, vous avez un matériau qui vient traverser, on en parlait tout à l'heure, qui vient traverser votre enveloppe isolante. Et ce matériau, il a un lambda qui est nettement plus conducteur, donc un lambda beaucoup plus haut que le manteau isolant. Que ça soit, par exemple, une cheville, métallique majoritairement, qui traverse l'isolation, ou la dalle qui interrompt justement l'isolant, ou alors vos montants d'ossature bois. Tout d'un coup, votre isolant réparti entre montants est coupé. L'isolant n'est pas contigu. D'accord ? Donc là, on a un pont thermique. Sauf qu'on a un pont thermique avec un matériau, le bois, qui sera quand même moins conducteur de chaleur que par exemple le béton. Donc ça sera préférable. Mais, rappelez-vous, le bois n'est pas un isolant au niveau en termes de définition qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, il y aura des perditions. C'est clair, sur ce point-là, de façon plus importante que ici. D'accord ? On peut aussi trouver un pont thermique lorsqu'il y a des changements dans l'épaisseur de la structure. Typiquement, si vous faites une ITI, une isolation thermique par l'intérieur, et que vous utilisez des rails pour fixer cette ITI, forcément, vos rails vont venir en fait légèrement déformer votre enveloppe, et donc votre enveloppe va être comprimée en fait au niveau des rails. Et bien là, typiquement, l'épaisseur, tout simplement, n'est plus la même partout. Donc, vous avez un pont thermique qui apparaît. Et puis, un autre type de pont thermique, c'est simplement quand vous avez
des différences entre les surfaces intérieures et extérieures, comme celui-ci, les angles. Et c'est pour ça qu'on parlait de la compacité tout à l'heure. Celui-ci, on va le comprendre un petit peu mieux tout à l'heure, mais vous voyez que quand je décris une paroi, comme je vous l'ai montré sur le logiciel, quand je dis, voilà, j'ai 2 cm de temps, j'ai 5 cm d'isolant, j'ai... Bon. Eh bien, je suis en train de décrire ce bout de paroi, d'accord? Ou ce bout de paroi. Mais je n'ai pas décrit ça. Quand je dis j'ai 5 cm d'isolant, ok? Je décris, en France, on est en isolation par l'intérieur, on est en côte intérieure, on verra tout à l'heure, mais c'est-à-dire que on dit, bah, je décris ça, cette portion-là, tac, et puis là, je m'arrête ici. Et là, c'est un autre mur. C'est ce mur-là qui commence. Sauf que, vous voyez bien que là, j'ai un carré que je n'ai pas décrit, thermiquement parlant. Où est-ce que j'ai décrit que j'avais la matière ici et un petit bout d'isolant ici? Nulle part dans ma modélisation. Donc il y a bien des déperditions. Parce que rappelez-vous, même avec 40 cm d'isolant, j'ai une déperdition. Donc, ce petit morceau, cette déperdition, je ne l'ai pas décrite. Donc c'est un point thermique. Là, j'ai décrite ma paroi. Les déperditions, ok, sont modélisées. Mais là, je n'ai pas décrite. C'est un point thermique. Mais pourtant, plus isolé. Il y a plus d'épaisseur. Oui, il est plus isolé. En l'occurrence, ici, non, il ne sera pas plus isolé. Parce que tu as plus, comment dire, tu as plus ici d'épaisseur de matière que tu n'as d'isolant au prorata. D'accord? Mais ce n'est pas une histoire d'isoler ou pas, c'est une histoire, est-ce que mes déperditions que je calcule sont prises en compte ou pas? Est-ce qu'elles sont décrites ou pas? Quand je décris mon mur, je décris un mur, je ne décris pas un angle, je décris un mur. Si j'en ai un autre qui vient, on pourrait avoir, ce que je modélise, c'est une paroi comme ça, puis là c'est un vide, ce que je modélise au départ. D'accord? Là, probablement, un petit peu après, j'y vais tout de suite, comme ça, vous l'aurez pour bien illustrer ce que je vous dis, parce que c'est pas toujours simple. Là, ce que je décris dans mon modélisation, c'est cette partie et cette partie. Et là, il me manque, il y a un trou. Les déperditions, là, il y en a. Hein. Il y a un flux de chaleur qui s'échappe par là. Mais où est-ce que j'ai modélisé? Nulle part. D'où le point thermique. Et juste une petite précision, puisqu'on fait aussi quand même pas mal dans cette formation de parallèles et on essaye de comprendre aussi le Passive House, eh bien, sachez, par exemple, qu'en France, on dimensionne, on modélise par côte intérieure, vous voyez là, en rouge, mes dimensions, alors que en Allemagne, et majoritairement d'ailleurs en Europe, eh bien les côtes se prennent par l'extérieur. Pour information. C'est-à-dire que le mur, là, je le décris comment? Moi, en France, je prends ça et je prends ça. On est d'accord? En Allemagne, je prends ça et je prends ça. Ça change tout. Parce que derrière, évidemment, mon flux de chaleur ici, déperditif, il est plus important qu'ici. On est d'accord? J'ai plus de surface. Pourtant, je décris la même chose, hein, on est d'accord. Donc là, j'ai plus de déperdition, ce qui amène qu'en côte extérieure, je peux avoir des points thermiques négatifs, par exemple. Alors qu'en France, en côte intérieure, mathématiquement, c'est pas possible. Ok? Donc c'est une histoire de convention. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour autant, quand on fait en Passive House, on va définir un besoin qui va être pas forcément réel finalement, parce que là on fait comme si tu avais vraiment 2 isolants. On va aller plus loin que la réalité. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc l'un dans l'autre, on va aussi... Et justement, ça veut dire que globalement, on va être plus défavorable en Passive House, parce qu'on va considérer qu'il y a plus de déperdition qu'il y en a réellement. Ouais, ça. Donc finalement, si on calcule les points thermiques en Passive House, on enlève de la déperdition. Alors que, évidemment, en France,
Si on oublie le calcul, on en rajoute. Donc on est encore une fois à Passive House sur une approche, qui est, je trouve pas le terme, excusez-moi, l'adjectif, qui est plus défavorable. Hein, le Passive House est beaucoup plus exigeant. Là, je parle que du pont thermique. On en parlera tout à l'heure. Il y a plein d'autres paramètres qui sont plus exigeants, plus défavorables au calcul. D'accord ? Je reviens juste ici, je vous expliquais ce qui créait un pont thermique, quelles étaient les sources de pont thermique, et on classe en fait en 3 catégories. Je reprends les mêmes ponts thermiques que vous aviez tout à l'heure, hein, mais on a les ponts thermiques ponctuels, ok, juste, on parlait du fameux seau troué, et bien là c'est plein de petits trous, et donc les fuites de chaleur, vous en avez plein. D'accord ? On le verra un petit peu plus tard, ça peut être problématique si vous en avez beaucoup. Vous avez également les ponts thermiques simples de liaison, hein, coefficient linéique, voilà le numéro 2, ou répartis. Pourquoi répartis ici? C'est que là vous avez une fuite ici, et vous avez une fuite aussi de l'autre côté. Par conduction, votre chaleur, votre onde de chaleur, elle va faire ça et ça. Donc vous avez 2 coefficients. D'accord? Vous avez des ponts thermiques intégrés à la paroi, en fait, tout simplement. Dans les parois courantes, les cas 4, 5 et 6, vous avez une paroi, et voilà, à l'intérieur de la paroi, vous avez généralement en fait un pont thermique qui se répète à fréquence fixe, montant d'ossature ou des rails tous les 60, qui font que, à un moment, voilà, on répète dans la paroi elle-même. Voilà, on classe ça en 3 familles. Les ponts thermiques, vous en trouvez un petit peu, à beaucoup d'endroits, en tout cas, du bâtiment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va regarder, mais globalement, dès qu'il y a jonction, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelle était l'origine en fait d'un pont thermique. Donc, dès que vous avez une jonction, généralement, vous avez le pont thermique. Parce que l'isolant n'est plus la paroi courante que vous avez modélisée. Donc, il y a un flux supplémentaire que vous n'avez pas modélisé. Donc il faut penser, dans ce coin-là, il y a plus de matière, oui, il y a plus d'isolant. Mais il y a aussi plus de matière. Et donc il y a aussi de la déperdition. Même s'il n'y avait que l'isolant, de toute façon il y aurait des déperditions. Donc il faut bien le compter. Donc voilà, je vous en ai fait une liste, avec un petit schéma illustré, mais vous pouvez en avoir plus. Sans rentrer dans les détails, mais c'est des ordres de grandeur, ça vous permet là aussi, au niveau constructif, de voir l'impact de vos choix au niveau isolation thermique par l'intérieur, par l'extérieur, répartis, par exemple, ou en ossature bois.